Comment on se retrouve après ma vidéo sur les Knicks ce matin, qui comme je l'expliquais faisait partie des grands gagnants de la soirée d'hier soir, ou en tout cas de la trade deadline, mais il fallait que je vous parle d'une autre team aujourd'hui, qui à mon sens s'en est très bien sortie, les Dallas Mavericks. Voilà pourquoi directement on repart encore une fois en mode Hot React. Bah ouais, comme je l'expliquais ce matin, il n'y a pas eu de trop gros noms ou de All-Stars qui ont été échangés là hier soir pendant cette deadline. Certains l'ont surnommé la deadline la plus ennuyeuse de tous les temps et je comprends qu'il y a eu des déçus à cause de ça. Cependant, ce que j'ai envie de retenir, c'est que mine de rien, des trades il y en a eu. Alors ok, pas des transferts d'envergure, mais des ajustements. Et dans certaines franchises justement comme New York dont on parlait ce matin, mais aussi Dallas dont on va parler aujourd'hui, mais ces ajustements je les trouve intéressants pour essayer de répondre à des besoins qu'avaient ces équipes. Et c'est justement là-dessus qu'on va essayer de se pencher là maintenant ce soir à nouveau aujourd'hui. Est-ce que les Mavericks, avec cette trade deadline, ont enfin réussi à gérer et à régler leurs soucis dans la peinture ? Si vous me suivez régulièrement et que vous avez vu mes vidéos récentes là sur la trade deadline, j'en doute pas, eh bien vous en rappelez sûrement. Ce que j'expliquais, c'est que pour moi, à Dallas, il y avait impérativement besoin d'un grand renfort dans la raquette, ou au moins un renfort conséquent qui pourrait apporter quelque chose. Pourtant, Dereck Lively, c'est l'une des meilleures surprises de la dernière draft. Il apporte énormément à Dallas dans l'énergie, dans le rebond, dans la protection de cercle. Cependant, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il reste un rookie qui apprend, qui fait des erreurs, et à qui Jason Kidd essaie vraiment de faciliter la tâche pour le moment, en essayant de le mettre dans des situations dans lesquelles il peut être à son avantage. Sauf que pour l'instant, en raison de ses faits, en raison de ses éléments, il faut qu'il se développe encore Lively. Et je trouve que pour le moment, c'est difficile de lui donner plus de 25-30 minutes de temps de jeu par match. Et ce sera encore pire en playoff. Mais le souci, c'est que c'est bien beau de dire ça, sauf que dans la rotation, derrière Lively, il y avait pas grand monde finalement. On avait Maxi Kleber qui passait sa vie à l'infirmerie. On a Richaun Holmes qui lui, défendait pas un cachou. Dwight Powell qui a un petit peu fait son temps à Dallas. Il a eu plusieurs fois l'occasion de faire ses preuves, mais il a eu du mal à s'établir comme vraiment un joueur important. Et Lively qui était très bon, mais qui se retrouvait encore bien seul, lui qui pourtant a besoin d'être épaulé, d'être aidé en tant que rookie. C'est pour ça qu'à l'époque, justement dans les vidéos d'avant la deadline, j'expliquais à quel point la piste Daniel Gafford pourrait vraiment me plaire pour ces Mavericks. Et là ça tombe parfaitement bien, vu que Dallas l'a fait venir dans un premier deal, sauf qu'il arrive pas seul, vu que dans un autre transfert, les Mavs ont encore renforcé la raquette en faisant venir PJ Washington en provenance de Charlotte. Bon, vous l'imaginez, tout ça, ça a pas été gratuit. Dans l'histoire, les Mavericks, ils ont dû faire un pick swap 2028 avec OKC, lâcher leur pick 2027 aussi, et chez les joueurs, on a Grant Williams, Seth Curry et Richaun Holmes qui ont dû faire leur valise. On va noter aussi que dans l'histoire, les Texans ont pu récupérer 2 second tours de draft en provenance de Charlotte. Mais on se rend compte, ils ont lâché quand même pas mal d'assets, pas mal d'éléments. Sauf que malgré ça, je me dis, en tout cas la première chose que je note, c'est que Dallas, et c'est bien joué, ils ont réussi à conserver leurs jeunes, comme Josh Green, comme Jaden Hardy, ou encore comme Olivier Maxence Prosper. En fait, j'avais bien peur qu'ils servent de monnaie d'échange pour cette deadline, et vraiment GG au front office texan d'avoir réussi à les garder, parce que j'imagine que dans toutes les offres et dans toutes les négociations, ils devaient revenir souvent au centre du tapis. Mais non, Dallas a montré qu'il tenait en ces jeunes, et franchement ça a marché, ils ont réussi à les garder. Et c'est pour ça aussi que pour compenser, ils ont dû lâcher des pics. C'est le jeu. On disait par exemple qu'il y avait des rumeurs qui disent que apparemment hier Dallas a fait une offre pour Kyle Kuzma. Sauf que Washington demandait trop. Washington il demandait des jeunes justement. Et Dallas n'a pas voulu lâcher des jeunes pour avoir Kuzma. Ils ont préféré se tourner vers d'autres pistes en gardant les jeunes et je trouve que c'est très intéressant. Et au final, pour aider Luka Doncic à réitérer l'exploit de 2022 et essayer d'atteindre les finales de conférence un petit peu, comme ça avait été le cas à cette époque, il fallait bouger pour les Mavericks, il fallait renforcer cette peinture, et a priori j'ai l'impression en tout cas sur le papier que cette mission elle semble plus ou moins accomplie. Et pour parler de ça, pour commencer, je vous ai affiché le visuel là avec ses stats, j'aimerais parler de PJ Washington qui poste pour poste dans le 5 de départ va remplacer Grant Williams. Bon clairement du point de vue du talent, les Mavs y progressent. Washington c'est un super athlète qui est grand, qui est long et qui peut faire pas mal de choses sur le terrain. Je trouve que offensivement c'est même assez flagrant, il a une panoplie bien plus complète que celle de Grant Williams. Maintenant je trouve ça quand même un petit peu dommage parce que en termes de fit avec Doncic, je trouvais que Grant Williams il était très intéressant, pas loin d'être parfait dans le profil. Et même si Washington il est plus talentueux que Grant Williams, qu'il a un plafond plus haut, lui qui peut faire des matchs à plus de 40 points, il nous l'a montré il y a 15 jours, mais il va falloir voir comment il peut s'adapter à un rôle de 3&D parce que il a fait des progrès, c'est vrai, près du cercle à Charlotte, mais peut-être qu'avec les Mavs on le verra un petit peu moins dans ce rôle. Il va peut-être justement devoir jouer un peu plus un rôle à la Grant Williams. Parce que ouais, on va être honnête, écarter le jeu c'est essentiellement ce qu'on va lui demander du côté de Dallas à PJ Washington. C'est ce profil que Jason Kidd veut à côté de Doncic et d'un certain
certain côté, je me dis qu'à Dallas, PJ Washington, il aura de toute évidence moins de liberté à la création notamment et au scoring que ce qu'il en avait à Charlotte. Après, même s'il a pas les meilleurs pourcentages du monde, ça reste un joueur qui shoot de plus en plus souvent à 3 points au fil des saisons, et surtout un joueur qui va apporter de la taille et de la longueur sur le front de court à une équipe vraiment qui en manquait cruellement. Puis avec son talent de scoreur en plus, sa façon de créer des points, mais aussi la façon où sur des cuts ou sur des transitions, il pourrait profiter des bonnes passes de Luka, comme il le faisait avec les bonnes passes de la Melo Ball à Charlotte, je suis persuadé qu'il peut faire du bien PJ Washington. Ça fait des semaines que je dis que Dallas a besoin d'une option 3 offensive au scoring, de préférence au poste 4 pour relayer Luka Doncic et Kyrie Irving justement à une position qui est un petit peu opposée. Et là je pense qu'avec PJ Washington ils ont trouvé un profil très intéressant, qui certes score moins que Kyle Kuzma, qui on le répète était un petit peu dans les pistes, mais qui apporte peut-être bien plus de certitude en défense. Faut juste espérer vraiment qu'il trouve un peu plus de régularité sur son tir extérieur, lui qui cette saison est sur ses pires pourcentages en carrière à 3 points. Donc j'ai l'impression que c'est surtout une mauvaise passe qui peut la corriger. Il y a quelques doutes donc sur le fit de PJ Washington, qui pourrait peut-être être moins bon que ce qu'il l'était avec Grant Williams, mais au niveau du talent et de toutes les choses différentes et variées, je trouve qu'il peut apporter à cette équipe de Dallas. PJ Washington sur le papier, ça peut être vraiment, potentiellement en tout cas au moins, un très bon coup pour ces Mavericks. Et surtout, en parlant de beaucoup, justement on enchaîne, faut aussi que je vous parle de l'arrivée de Daniel Gafford. Là je viens de vous mettre son profil, je viens de vous mettre ses stats, pour qui j'ai l'impression que le fit, au vu de ce que je disais en début de vidéo, est beaucoup plus évident. Ce que j'aime, c'est qu'en termes d'intensité, de protection de cercle, de finition en hauteur, sur des passes lobées ou dream running, tout ce qui correspond vraiment à ses qualités, il va pouvoir apporter exactement ce qu'apporte Lively quand il ira sur le banc, voire même en mieux parce qu'il y a plus de connaissances du jeu, plus d'expérience de la NBA du côté de Gafford, et ça pourrait être vraiment précieux en playoff. Surtout qu'on le voit, quand Lively va sur le banc, c'est assez flagrant, même si la défense de Dallas n'est jamais vraiment bonne, elle devient encore pire quand elle doit se passer de son pivot rookie. Là, avec Gafford en rotation, ce sera plus le cas, lui il tourne à plus de 2 contres par match en à peine plus de 25 minutes de moyenne, et dans le profil, des deux côtés du terrain, je trouve, et ça c'est sa force, il est capable d'agir en véritable energizer. Il est de ce genre de joueur qui est capable de remplir les colonnes de points, de rebonds ou de contres à une vitesse qui est assez folle. Il sera efficace tout de suite dès son entrée sur le terrain, et ça aussi en playoff, je pense que ça fera un bien fou aux rotations de Jason Kidd dans la peinture qui en avait vraiment besoin encore une fois. Là il faut s'en rendre compte, l'effectif de Dallas il commence vraiment à être très profond, il y a du monde et des qualités vraiment à tous les postes, des profils variés qui offrent plus d'options à Jason Kidd, une raquette qui s'est renforcée avec la trade deadline, et j'ai pas peur de le dire, j'ai l'impression que depuis sa draft, Luka Doncic n'a jamais été aussi bien entouré à Dallas. Surtout qu'hier, vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé, on a Spencer Dinwiddie qui a été coupé par les Raptors juste après y avoir été envoyé par les Nets. Il se retrouve donc sur le marché des buyouts, et selon les dernières rumeurs qui ont popé récemment, les Mavs seraient les grands favoris pour l'accueillir. Et ça aussi ce serait pas mal, l'arrière connaît parfaitement la maison, vu qu'il y a évolué entre 2021 et 2023, il sait tout à fait comment jouer et performer en étant efficace à côté de Luka Doncic, et comme backup sur les postes 1 et 2, il pourrait être vraiment très bon, avec son scoring, son playmaking, mais aussi son sang-froid qui est très très précieux dans les money time. Si les rumeurs se confirment là et que Dinwiddie fait son retour dans le Texas, les Mavs ils pourraient finalement arriver très armés pour ces playoffs avec beaucoup de joueurs qui pourraient contribuer. On a Dinwiddie, on a Hardaway Jr, on a Josh Green, on a Maxi Kleber, on a Daniel Gafford, c'est un banc qui tient vraiment la route en tant que, c'est une seconde unit qui est forte, et même si Dinwiddie ne vient pas, on a toujours Dante Exum aussi au poste 1 qui sera là et qui pourra faire le taf. Il fait une très bonne saison depuis son retour en NBA, je le redis vraiment, mais c'est important en termes de talent, de profils différents aussi qui fit avec lui et même de profondeur. J'ai l'impression que Luka Doncic n'a jamais été aussi bien entouré à Dallas. On va voir du coup si ça va permettre de réduire le problème qui existe depuis des années dans la raquette de cette franchise, mais sur le papier, les arrivées de PJ Washington et de Daniel Gafford, elles paraissent cocher pas mal d'éléments, pas mal de cases, même si pour que ça tourne, un petit temps d'adaptation sera sans doute nécessaire et qu'il va falloir faire preuve d'un minimum de patience. Mais imaginez, si cette équipe elle arrive à développer des automatismes et qu'elle arrive au complet, en playoff, Jason Kidd il aura l'embarras du choix, il aura tout plein d'options pour essayer de faire des adaptations, il faudra juste qu'il trouve la bonne formule. Tu veux de la défense, t'as Derrick Jones Jr, tu veux du scoring, t'as Tim Hardaway Jr, Derek Lively prend des fautes bêtes, pas grave, derrière t'as Daniel Gafford, et puis si Kyrie Irving ou Luka Doncic ont un mauvais soir, eux deux qui réalisent pourtant une super saison jusque-là, ce sera pas grave, PJ Washington pourra apporter son scoring, c'est tellement intéressant. Si Kidd arrive à faire fonctionner toutes ces pièces ensemble, comme je disais, s'il arrive à trouver la formule magique, il aura toutes les pièces nécessaires pour s'adapter en playoff, c'est là qu'il va devoir faire ses preuves, et ça, ça fait partie des petits doutes encore que j'ai concernant Dallas. J'ai d'autres petits doutes aussi, d'autres interrogations en tout cas les concernant, notamment en défense. L'équipe elle est que 22e en termes de rating, et même si les arrivées de Gafford et de Washington vont faire du bien dans ce secteur, elles vont pas non plus tout changer du tout au tout. Et pour être honnête, même si j'aime beaucoup ce qu'apporte Derrick Jones Jr au poste 3, notamment en termes d'intensité, j'ai l'impression qu'il manque encore un ailier de qualité dans ce roster, un poste 3 qui peut défendre mais aussi apporter du shoot de façon plus constante que Derrick Jones Jr et PJ Washington. Après faudra voir, parce que même s'il correspond pas au profil de poste 3, un Dinwiddie, s'il arrive vraiment, pourrait faire du bien en termes de scoring quand même, ce que j'attendrais de l'ailier, et donc voilà, quoi qu'il en soit, avec Dinwiddie, avec un ailier ou pas, il faut s'en rendre compte. Maintenant que la raquette a été reformée,
confirmé, l'équipe est intéressante. Voilà pourquoi, sans aller jusqu'à dire que maintenant ils sont contenders, ces Mavericks, je pense qu'on peut maintenant les placer officiellement parmi les outsiders. À eux de trouver maintenant leur alchimie au plus vite et de s'assurer une place en playoff si possible, sans passer par la case play-in, et une fois qu'ils en seront là, avec un Luka Doncic qui se mettra en playoff mode, et un entourage qui est potentiellement très intéressant autour de lui, tout sera possible, et ce sera justement à cette équipe d'arriver à déjouer les pronostics pour se construire ce parcours de post-season le plus long possible. Avec ses moves à la deadline, cette équipe est plus forte, elle a progressé, et je me dis de plus en plus que cette équipe est capable de surprendre une fois que les playoffs arriveront.